bulletin de plus. Donc, juste vous avertir, c'est 20 minutes. Si jamais vous dépensez les 20 minutes, vous êtes pénalisé. De plus, je vous informe quand il reste 10 minutes, quand il reste 5 minutes, quand il reste 2 minutes, quand il reste 30 secondes. Après ça, je vous coupe. Par la suite, vous aurez 5 minutes de questions posées par les juges ici en avant. Puis je les laisse se présenter. Oui, Élise Cormier, professeure ici à la faculté de directrice de programme. Florence Cauchy, gestionnaire de compte pour quelqu'un. André Gascon, je suis vice-doyen à la faculté. Donc, bonjour à vous. Je me présente, mon nom c'est Audrey-Anne Parent, mes deux collègues, Charles Branchot et Yannick Leclerc. Donc, aujourd'hui, je suis fière de présenter avec vous une stratégie qu'on a développée après avoir appris davantage sur la première stratégie que Procter & Gamble avait développée, la première vague, qui a super bien fonctionné. Donc, nous, notre objectif, c'était d'en créer une deuxième qui allait fonctionner davantage. Donc, voici le plan de la présentation. Premièrement, je vais vous présenter le mandat que je viens de vous parler. Deuxièmement, on va analyser la situation, les forces, faiblesses, les opportunités et les menaces. Ensuite de cela, on va vous présenter la problématique, les causes et les conséquences, notre stratégie qu'on a choisie. Ensuite, il va y avoir l'échéancier, le plan marketing, etc. Puis le budget, le facteur de succès et notre conclusion. Donc, pour ce qui est du mandat, notre mandat était de proposer un plan afin d'accélérer le mouvement déjà commencé et capitaliser le partenariat entre Procter & Gamble et les Olympiques. On va bien spécifier que c'est au Canada. Ensuite de cela, pour l'analyse de la situation, bien sûr, Procter & Gamble, c'est une immense compagnie qui possède une immense variété de marques, aussi compétitives l'une que l'autre, mais qui possède au plus 300 marques dans 180 pays. C'est énorme, donc on a bien vu beaucoup plus de force que de faiblesse. Pour ce qui est des forces, on a vu que la mission était super bien définie dans l'entreprise à travers les marques. Ensuite de ça, la marque était super bien vue auprès des consommateurs, donc elle a une forte notoriété. Ils connaissent très bien leur clientèle cible, donc ils savent à qui bien s'adresser dans leur publicité et dans leur campagne. Ensuite de ça, c'est une multinationale. Elle est vraiment située partout dans le monde. Pour ce qui est des faiblesses, étant donné de sa grande envergure, il y a beaucoup de défis à surmonter. Il y a beaucoup de marques et ça engendre bien sûr des craintes face à la notoriété d'une marque en particulier, par exemple. Mais c'est sûr que l'impact n'est pas désastreux si une marque fonctionne moins qu'une autre, mais il y a beaucoup de choses à gérer avec plus de 300 marques, bien entendu. Pour ce qui est des opportunités, la présence dans le top des commandites aux Olympiques, c'est sûr que c'est une très belle opportunité pour Procter & Gamble. Il y a une visite mondiale et dans le fond, cette compagnie-là s'adresse justement à plein de gens partout dans le monde, donc c'est une super belle opportunité d'être vue internationalement. Et finalement, c'est justement ça, ça crée une forte présence médiatique, puisque cet événement-là est super bien médiatisé. Et pour ce qui est des menaces, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition avec les gros partenaires qui font partie des Jeux olympiques. Et puis, c'est un investissement assez important, même si leur revenu est quand même très immense, ça génère beaucoup de dépenses. Ensuite de cela, si on présente la problématique, premièrement, on a un gros défi à relever. Ce défi-là, c'est d'accélérer le mouvement et capitaliser le partenariat, comme je vous ai mentionné dans notre mandat. Et pour y arriver, on avait une cause en premier lieu qui était de combiner les objectifs du mouvement olympique à celui de P&G. Et comme conséquence, nous, on veut générer des ventes supplémentaires et accroître la notoriété de la marque. Pour poursuivre notre solution, en fait, ça se suit avec les points forts de la première vague. Les points forts de la première vague, c'était d'être très vu dans les réseaux sociaux, dans les médias, et le public était super enchanté de l'idée qu'il y avait eu la mission de la première vague. Ensuite de ça, notre stratégie,
Oui, je vais continuer avec la stratégie. Donc, on l'a mentionné, on a voulu vous mentionner les points forts qui avaient été présentés lors de la première vague, parce qu'en fait, l'investissement de 500 000 $ avait donné beaucoup de visibilité au niveau des médias électroniques, au niveau des médias des journaux, et au niveau des réseaux sociaux. Donc, cet investissement-là a eu beaucoup de retombées positives et beaucoup de publicité, je dirais, gratuite, parce que dans le fond, en premier lieu, on a montré la proximité entre Procter & Gamble et puis la marque comme le principal, le cœur de l'entreprise, si je peux citer les articles qui ont été mentionnés dans le cas. Donc, pour ce qui est de notre stratégie, nous, ce qu'on veut faire pour poursuivre la vague, la deuxième vague, nous, on veut unifier, bien que lors de la première vague, on a parlé de Procter & Gamble au niveau de la compagnie totale, excusez-moi, de Procter & Gamble. Nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser les athlètes de Procter & Gamble qui représentent aussi, d'une certaine façon, des Olympiques. Donc, utiliser les 29 marques canadiennes qui vont être activées lors des Olympiques et unifier ces marques-là, leur message, unifier un message commun vers la marque, vers la proximité, vers le fait d'aider les gens dans leur quotidien. Donc, ça, c'est le quoi. Maintenant, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on veut toucher et améliorer la vie des consommateurs, mais chaque produit, chaque 29 marques, à sa façon, touche un consommateur. Donc, en utilisant les 29 marques, en faisant la promotion de nos 29 athlètes chez Procter & Gamble, on est en mesure d'aller chercher encore plus de consommateurs, encore plus de gens. On peut être en mesure de répondre encore plus aux besoins des gens. Donc, en unifiant le message entre les différentes 29 marques, quand je dis unifier le message, c'est vraiment vers la mission d'entreprise Procter & Gamble. C'est d'ailleurs ces 29 marques-là qui ont réussi à solidifier la mission, puis à définir plus clairement la mission au fur et à mesure des années. Pourquoi on veut faire ça? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on veut exploiter vraiment le plein potentiel des 29 marques au Canada, comme on exploite le plein potentiel des athlètes au Canada. Donc, on veut vraiment créer une chimie entre la marque et les athlètes. La première vague a été de remercier les consommateurs, les premiers consommateurs, c'est-à-dire les marques, ceux qui ont vraiment aidé à développer l'athlète. En fait, si je peux faire un parallèle, Procter & Gamble, c'est un peu comme une mère. Je veux dire, je vais m'expliquer. Procter & Gamble facilite la vie des gens dans la vie de tous les jours. C'est ce que la mère a fait tout au long du processus d'apprentissage des athlètes. Donc, on veut, moi dans ma tête, quand j'ai pensé à ça, j'ai fait un lien direct avec, c'est sûr que le lien est facile à faire aussi, mais entre la mère et puis la mission d'entreprise. Comment on veut faire ça? On veut créer un message commun, comme je l'ai mentionné, à l'intérieur des publicités. Ce qu'on veut faire, c'est associer chacun des produits avec avec 29 athlètes. Donc, chaque athlète va personnaliser, va représenter un produit sous forme de commandite. On va représenter l'athlète dans la vie de tous les jours. Je vais prendre l'exemple d'une pile. On peut représenter un athlète avant une compétition. Lui, cet athlète-là a absolument besoin d'écouter de la musique. Si on a besoin de musique, il faut du courant, il faut une pile, il faut énergiseur. Donc, en utilisant une des marques, un de nos athlètes, on peut s'associer aussi à un des athlètes olympiques. Donc, au niveau de l'échéancier, un petit peu comme Charles l'expliquait, notre stratégie, premièrement, il faut commencer par recenser les marques. En fait, les 29 marques de Procter & Gamble, ça représente pour nous un peu chacun des... Procter & Gamble, pour nous, représente un pays et chaque athlète représente en fait une marque. Donc, il faut vraiment commencer par recenser les marques, chacune, une par une, savoir c'est quoi les forces, les faiblesses, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme produit, pour par la suite élaborer le budget et le plan de la communication pour chacune des marques. Donc, comme on a dit, chacune des marques va vers un but commun qui est le but de Procter & Gamble, mais il faut y aller par chacune des marques. Donc, vraiment élaborer le budget et le plan de communication pour chacune des marques. Par la suite, évidemment, créer les publicités, peu importe la campagne, soit pour la campagne 1, 2 et 3, une étape qui est la création de la publicité. Au niveau du délai, le recensement des marques, évidemment, se fait à partir de demain, donc pour les 2 prochaines semaines. Même chose au niveau du budget. La création des publicités va venir par la suite après bien avoir élaboré le budget et le plan de communication. Puis la campagne, en fait, se lancerait dans environ 2 mois. Donc, un petit peu avant les Jeux Olympiques, on calcule que les Jeux Olympiques sont dans 4 mois. Donc, vraiment 2 mois avant le début de continuer avec la campagne que nous allons lancer.
ne faut pas trop attendre non plus, puisqu'il faut vraiment profiter de la vague numéro 1 qui a été un succès. Donc pour la campagne 1, qu'est-ce que nous voulons faire? C'est vraiment au niveau de la préparation. Donc avant les Jeux olympiques, comme Charles, mon collègue de travail, l'expliquait, vraiment montrer chacun des athlètes qu'est-ce qu'il peut faire avec le produit, comme dans l'exemple des piles, la préparation mentale. Ça se fait jusqu'à temps qu'il y ait les Jeux olympiques. Par la suite, lors des Jeux olympiques, la campagne numéro 2, c'est vraiment axé sur qu'est-ce qui se passe. Donc, on va associer le produit à l'athlète. Donc, directement de mixer le but des Jeux olympiques et le but de Procter & Gamble. Donc, le but des Jeux olympiques est vraiment de promouvoir l'athlète dans son dépassement par le sport. Et le but des Jeux olympiques et le but de Procter & Gamble qui est vraiment de rendre la vie utile des consommateurs par rapport à leurs produits. Donc, c'est ce qui est pour la campagne numéro 2. Par la suite, après les Jeux olympiques, la campagne numéro 3 se lance, qui est la campagne numéro 3, vraiment avoir des témoignages, savoir comment la mère a apprécié pouvoir assister à la compétition de son fils par l'aide de Procter & Gamble qui ont fourni 500 000 pour permettre justement à les mères et aux familles d'assister l'athlète dans sa compétition. Donc au niveau du budget, évidemment le financement des voyages aux familles, on parle de 500 000 que Procter & Gamble fournit comme aide. La campagne publicitaire, ça représente le gros du coût. Nous calculons environ 15 000 par athlète au niveau du commanditaire. Comme on a dit, chaque athlète canadien va être associé à un produit. Nous avons environ à 15 000 pour le commanditaire qui se compromet à l'athlète pour qu'il représente la marque. Et le placement média, évidemment, ça va se faire selon la stratégie, qui peut être un bon montant puisque cela ne va tomber vraiment. Les Jeux olympiques, c'est pas mal là que ça coûte le plus cher pour mettre une campagne publicitaire, vu que c'est vu par toute la population. Les mesures de contrôle, en fait, comment que nous allons évaluer, à savoir si la vague numéro 2 va toujours aussi bien que la vague numéro 1, c'est selon les mêmes critères. Donc, évaluer le nombre d'impressions, la présence médiatique et évaluer les ventes par produit. Comme chacun des produits présente un message qui est commun pour l'ensemble de Procter & Gamble, nous voulons savoir quel produit a le mieux marché. Donc, nous allons évaluer le chiffre d'affaires. Puis le retour sur un estimant, c'est vraiment se fier à la continuité qu'il y a eu dans la vague numéro 1. Il y a vraiment eu les chiffres ont été atteints. Donc, comme on continue dans la même lancée, le retour sur investissement se fait de cette façon-là. Donc, augmenter la proximité des produits avec le client. Donc, le facteur de succès, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important dans la campagne pour que ça soit un succès, c'est vraiment garder en tête le défi, le concept. Vraiment, qu'est-ce qui a bien marché avec la vague numéro 1, c'est juste d'y aller vers une continuation, vraiment garder les éléments qui ont bien marché et les pousser un petit peu plus loin et non complètement changer le message. C'est, comme je vous dis, dans le fond, de garder en tête les objectifs, le concept, le défi, puis l'aspect mère. Donc, c'est vraiment très important puisque c'est le but de la campagne. Donc finalement, moi et mon collègue Charles, on va vous expliquer en gros pourquoi on a choisi cette stratégie-là. On va faire un petit retour sur le mandat, puis un retour sur notre stratégie pour être sûr de clarifier toute la stratégie à vos yeux. Donc premièrement, si je peux résumer, en fait, on s'est dit que un des premiers commanditaires des Jeux olympiques, c'était Procter & Gamble. Ils ont une grande variété de produits et c'est pas nécessairement tout le monde qui est au courant que, par exemple, une marque est associée à cette compagnie-là. Donc, on voulait vraiment créer un axe de communication qui allait rejoindre toutes les marques pour que les gens, les consommateurs, soient au courant que Procter & Gamble est derrière ces marques-là. Pour vraiment qu'ils soient vendus à cette marque-là, puisque maintenant on sait qu'avec la compétition de tous les produits qui peuvent exister, avec l'amélioration des technologies, il y a beaucoup de compétition. Donc on sait que les clients, les gens, les consommateurs achètent un produit, pas nécessairement pour sa qualité ou parce qu'il est meilleur que les autres, puisqu'ils ont des propriétés similaires, mais vraiment pour la marque, l'émotion qu'ils peuvent retrouver lors des publicités. Ils achètent vraiment, dans le fond, un état d'âme. Fait que nous, ce qu'on veut créer avec notre stratégie, c'est vraiment d'aller retrouver l'état d'âme, de la créer, cet état-là. De prendre la première vague qui a super bien marché,
de l'améliorer et de faire ressortir du lot les athlètes, vu qu'on va en profiter étant donné qu'on va être très visible aux Jeux olympiques. Donc vraiment là, de suivre notre stratégie qui est de justement de créer un axe communicationnel connexe entre chaque marque, puis de promouvoir chaque athlète pour chaque marque, puis que les gens achètent ça aussi parce qu'on commandite des athlètes, puis que ça les aide, puis que c'est un acte dans le fond, pas de charité, mais comme que je vous dis, quand on s'associe à une cause, les gens ont peut-être une petite pensée lors de l'achat, mais vraiment pour créer un sentiment derrière chaque produit. Exactement. Puis, si je peux me permettre de compléter, on va, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est le temps de célébrer les mères et les remercier en même temps, en aidant aussi les athlètes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les mères sont le cœur de la compagnie. Qu'est-ce que les mères ont le plus à cœur, c'est leurs enfants. Donc, Procter & Gamble, en utilisant cette stratégie-là, au niveau d'aider les athlètes pendant les Jeux olympiques et aussi après, va permettre de pouvoir promouvoir chacune de ces marques. Et puis par la fin aussi, on veut refaire un retour. Puis je pense que qu'est-ce qui peut pas avoir de meilleur retour sur investissement, c'est les témoignages des familles qui ont pu aller aux Jeux olympiques grâce à l'aide de Procter & Gamble. Donc, on veut faire vraiment une communion de la famille, puis ça complète notre exposé. Merci. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci de notre plaisir, merci de la présentation. Je voulais savoir, dans nos questions, on me demande qu'est-ce qui va motiver nos consommateurs et nos Italiens à participer. Ce que je veux dire, peut-être pour préciser, on sait que l'achat se passe en magasin. Alors, comment on va faire que le consommateur choisisse Pantene, par exemple, au lieu de Dove? Comment, dans les magasins, on peut s'investir? Puis, qu'est-ce que nos détaillants, qu'est-ce que ça valorise? Qu'est-ce que ça apporte à nos détaillants? Je peux commencer si vous avez quelque chose à rajouter. Comme je l'ai dit pour terminer, on veut vraiment que les consommateurs achètent le produit pour ses propriétés, mais aussi pour la marque, pour l'image qu'on va faire dégager cette deuxième vague-là qu'on va créer, qui est de justement participer avec les athlètes, puis de faire ressortir la notoriété et le pouvoir de Procter & Gamble, de toujours rendre chaque produit de sa grande gamme personnalisé par son image, par son soutien envers les athlètes. Oui, exactement. On peut y aller avec l'affichage, tout simplement, comme par exemple, on a les piles énergiseurs et les piles Duracell, mais qu'est-ce qui va faire choisir un produit au lieu d'un autre? Mais ça peut être seulement par un affichage. Énergiseur supporte tel athlète, en mentionnant, on lui a offert une bourse, etc. Seulement par l'affichage, puis les gens vont peut-être faire un lien logique en magasinant, en voyant que certains produits encouragent un athlète parmi tant d'autres. Donc, je veux dire, ça va vraiment différencier la marque par rapport aux compétiteurs lors de l'événement. Donc, puis par rapport aux détaillants, en fait, c'est que sensiblement, les produits que vous avez, c'est des produits qui sont sensiblement toujours le même prix, donc il n'y a pas une grande guerre de prix, c'est vraiment dans les mêmes gammes de prix. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est souvent des petits logos, c'est l'achat émotif qui se passe. Donc, un petit logo qui encourage les mères, les Jeux olympiques, c'est assez habituellement des logos des Jeux olympiques pendant cette période-là. Donc, c'est ça qui fait la différence entre l'achat à la consommation ou non. Puis, c'est ce qui fait que ça roule pour les détaillants, donc qu'il y a un bon taux de roulement. Nous, on veut vraiment miser sur l'image de marque, sur le petit quelque chose qui apporte une publicité, qui va te faire retenir que ce produit-là vient de cette grande famille-là, puis ça va faire en sorte que ça va répondre aux objectifs des détaillants, des actionnaires. Les détaillants vont vouloir participer à ça, vont vouloir avoir cette gamme de produits-là, vice-versa. Il va s'associer avec la marque et avec la cause aussi en même temps. Par rapport à ce que vous nous dites d'associer les marques à la compagnie, comment, à travers les campagnes publicitaires, vous pensez associer chaque marque? Très bonne question. En fait, c'est justement, chacune des publicités va être de façon séparée. Comme Tide va avoir sa publicité qui encourage son athlète. Même chose pour la compagnie de piles, même chose pour toutes les autres compagnies que vous avez. Par contre, il y a tout le temps le même message final qui est Procter & Gamble encourage les athlètes. Donc, chacune, on va avoir 29 publicités qui vont présenter le même message. Donc, les personnes vont sensiblement
mettre en commun, faire le lien exact, merci pour le mot. On pourrait ajouter à la fin des publicités, rappeler l'action Procter & Gamble au niveau des familles. Procter & Gamble a permis à tant de familles avec dans le fond, juste rappeler le fait du départ. Donc, Procter & Gamble a permis à la famille de tel athlète de pouvoir assister aux Jeux olympiques. Sinon, je sais pas comment Vos campagnes, campagne 1, 2, 3, c'est quoi le médium qui va être principalement utilisé? Les journaux, je ne sais pas quoi, mais je veux vous entendre là-dessus. Oui, parfait. Comme on avait dit, dans le fond, c'est vraiment, on veut se fier à la vague numéro 1 qui avait très bien fonctionné. Donc, utiliser surtout les mêmes médias. On parle des médias sociaux, on parle des médias télévision, les journaux. Donc, vraiment les mêmes médias qui avaient fonctionné pour la vague numéro 1 et les réutiliser puisque c'est ça qui avait bien fonctionné. Puis, c'est sensiblement le même message qu'on veut lancer. Donc, la campagne 1, 2, 3 se ferait par les mêmes médias. En fait, on s'est dit pourquoi changer une formule gagnante, parce que ça a bien fonctionné. proposeriez-vous comme c'est un partenariat de 10 ans, les Olympiques vont revenir plusieurs fois, comment vous voyez la continuité de ce partenariat à long terme? Mais je pense que justement, ça serait le premier step, la première étape du projet qui est de justement associer toutes ces marques-là à une image, à une marque, un axe de communication qui est Procter & Gamble, puis de continuer année après année, peut-être d'aller chercher d'autres gammes de produits. Là, on en a 29, mais en tout, vous en avez 300. Peut-être toujours ramener des produits différents pour vraiment créer, comme je disais tantôt, une grosse famille qui veut dégager le même message, qui va faire que tu vas choisir ce produit-là. Puis les Olympiques, c'est tellement populaire. Donc, si on associe toujours des produits aux Olympiques, peut-être que ça pourrait être quelque chose de très gagnant. Puis je crois que dans le fond, un de vos buts, c'était vraiment de créer quelque chose qui s'était jamais vu. Je ne sais pas les propos que vous avez utilisés exactement dans le mandat, mais c'était vraiment de créer quelque chose qui était du jamais vu. Donc je pense qu'il n'y a jamais eu 29 marques différentes qui sont associées vers une même mission, un même objectif, un même axe de communication. Puis les personnes n'associent pas nécessairement Procter & Gamble à chacune des marques. Donc c'est vraiment quelque chose, une croyance de nouveau d'avoir 29 messages vers le même axe de communication. Ça fait 5 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mon sac.